Bonjour à tous, c'est Lisa et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Mon invité du jour va vous donner l'opportunité de comprendre l'alimentation et notre relation à la nourriture, en dehors des préceptes diététiques classiques, des notions de régime ou des tendances qui nous influencent aujourd'hui. Vous allez découvrir que vos envies ou vos aversions vers certains aliments en disent beaucoup plus sur vous que ce que vous pensez. Pour vous en parler, je suis avec Carole Prost. Salut Carole. Bonjour Lisa. Tu es naturopathe, formatrice, tu animes des ateliers sur les thématiques de la nutrition et de la cuisine saine. Plus récemment, tu proposes des ateliers intitulés Nutrisens dans lesquels tu présentes l'aliment comme une source de compréhension de soi et de notre monde. Et évidemment, cette approche est quelque chose qui me passionne et je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui, d'autant plus que tu es mon enseignante en naturopathie, donc je suis encore plus contente. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à développer ces ateliers Nutrisens ? Alors en fait, Nutrisens, c'est le fruit de, on pourrait parler de 10 ans en fait, de réflexion, de travail et d'expérimentation personnelle, beaucoup, et professionnelle aussi. J'insiste sur le côté personnel parce que je pense qu'on ne peut arriver à la maîtrise d'une certaine manière. Alors, maîtrise, ça fait un peu déjà un petit peu prétentieux pour commencer, mais je sais aujourd'hui que c'est un domaine dans lequel je suis à l'aise parce que justement je l'ai expérimenté, on pourrait presque dire dans la chair. Pour commencer à faire un petit clin d'œil avec l'alimentation. J'ai beaucoup compris de choses en suivant des enseignements en fait de différentes personnes sur la notion de symbolique de l'alimentation. Ça venait résonner en moi très fort, donc j'ai décidé de le lier à la naturopathie parce que ça faisait sens aussi à ce moment-là. Et puis de l'expérimenter dans ma pratique en cabinet. Donc pendant 5 ou 6 ans d'affilée, la plupart de mes clients passaient par le spectre de la symbolique alimentaire parce que je voulais aussi vérifier ce que j'apprenais par ailleurs. Je voulais l'enraciner en fait dans ma pratique et dans de l'expérience, dans du vécu et pas seulement tiens, ça marche pour une personne puis ça marche pas pour une autre. Non, il se trouve que telle vision d'un aliment ou telle symbolique alimentaire, ça a l'air de faire un peu le même effet sur tout le monde. Donc de fil en aiguille, j'ai lu, j'ai continué en fait cet apprentissage, je dirais intérieur et extérieur, pour que ça se mette en relation. Et puis pour finir, il y a 1 an et demi, je me suis dit je suis prête pour refaire des ateliers cuisine. J'ai animé pendant 15 ans des ateliers cuisine, mais plutôt sur l'aspect nutrition plus classique, orienté naturopathie. Donc c'était plutôt, on faisait les protéines, mais les protéines, qu'est-ce que c'est, de quoi c'est composé, où est-ce qu'on les trouve, comment on cherche les alternatives végétales, mais déjà avec une vision holistique, avec une vision globale de la naturopathie. Ces ateliers ont très très bien marché, j'ai fait plus de 300 ateliers en une quinzaine d'années. Et puis j'en ai eu assez, puis il se trouve que la vie a fait qu'à un moment donné j'ai plus de cuisine, je me suis dit c'est le moment de faire une petite pause, puis il y a eu finalement quasiment 3 ans de réflexion qui ont amené à la création des ateliers Nutrisens qui ont eu lieu pour la première fois de janvier à juin cette année. Ah d'accord, très bien, donc en effet c'est tout récent. Oui, c'est tout récent, c'est tout récent. Les premiers. Et quelle est l'origine de cette vision ? Tu disais qu'il y avait différents enseignements que tu as suivis pour t'amener à aboutir à cette réflexion, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines de cette vision que tu portes aujourd'hui sur l'alimentation ? Alors, il y a déjà les enseignements du docteur Olivier Soulier. Donc, en fait, le tout premier stage que j'ai fait avec Olivier Soulier, c'était sur le sens des désirs alimentaires. D'accord. En 2006. Donc, ça fait quand même un paquet d'années. Presque 15 ans. Voilà, c'est un stage que j'ai suivi à plusieurs reprises. J'ai travaillé aussi avec le docteur Soulier pendant 2 ans et j'ai fait beaucoup aussi de travail de groupe. J'ai fait la validation de l'ensemble de son parcours par rapport à cette vision symbolique des maladies, la lecture du corps et dans ce qui me passionnait le plus, l'alimentation. D'accord. Donc ça a été un peu le pied à l'étrier, je dirais. Et puis après, c'est beaucoup de lecture. C'est aussi de l'histoire de l'alimentation.
c'est l'anthropologie de l'alimentation, parce que ça existe. C'est aussi aller chercher, puiser dans les origines culturelles, sociétales. C'est sûr qu'on n'a pas la même relation symbolique à l'alimentation en Asie, qu'on va l'avoir en Amérique du Sud, l'ont les gens du Nord. Quand on parle de régime méditerranéen, de régime crétois, c'est super pour un crétois, mais pour un viking, voilà. Ça veut rien dire pour lui, quoi. Ça va pas être exactement les mêmes. Alors, aujourd'hui, on a une mondialisation de l'alimentation qui fait que finalement, tous les régimes sont accessibles partout, tous les aliments sont accessibles partout. Aujourd'hui, on peut manger comme un Asiatique en France sans aucun problème, on peut avoir quasiment toutes les matières premières. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi cette idée de comment ça évolue au fil du temps. Et il y a l'impact de la psychologie aussi, qui a beaucoup, beaucoup joué pour moi, qui a beaucoup contribué à la compréhension de ce que c'est que donner sens à notre alimentation d'aujourd'hui. D'accord. Alors, justement, on dit souvent qu'on est ce que l'on mange. Comment est-ce qu'une envie alimentaire ou une aversion alimentaire peut nous définir et en dire plus sur qui on est ? Alors, je pense que pour commencer, il faut peut-être revenir à la première phrase que tu as dit, on est ce que l'on mange. Pourquoi on dit qu'on est ce que l'on mange ? Déjà, c'est très physiologique, hein, c'est la résultante d'un métabolisme, hein, c'est-à-dire qu'on va ingérer de la matière et on va la transformer, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, puisque tous les jours, notre usine interne va fonctionner avec ce matériau qui arrive de l'extérieur, qu'on doit aller chercher à l'extérieur tous les jours. Donc ça va conditionner la nécessité d'avoir besoin de l'autre pour aller mettre quelque chose dans son frigo, ou alors se suffire à soi-même, mais c'est encore une autre démarche. Mais dans tous les cas, il faut aller chercher cet aliment, cet ingrédient, le transformer ou le consommer brut, peu importe, mais c'est encore sujet à discussion, hein, dans le sens que ça va avoir, forcément, pour le métaboliser, c'est-à-dire potentiellement s'intoxiquer, potentiellement se mettre en danger, puisque notre système immunitaire va s'activer, tout à fait. Parce qu'on va mettre dans l'intérieur de notre corps un truc, on ne sait pas si c'est un poison, si ça va être bénéfique, si on va mourir dans les minutes qui viennent. Donc imaginez un peu le stress que c'est pour un organisme de manger. Et finalement, on va digérer, c'est-à-dire gérer la dualité, ce qui vient de l'extérieur et ce qui est de mon intériorité. Digérer. Et à travers cette action de digestion, on va finalement intégrer la matière. On va faire en sorte que la matière intègre notre corps, devienne nos cellules et favorise la régénération aussi de ce corps. D'accord. Alors, c'est Rudolf Steiner qui disait on se rend malade en mangeant et on se guérit en digérant. Donc c'est déjà cette double action et c'est un phénomène, nous sommes ce que nous mangeons, c'est un phénomène physique, physiologique, avant tout, qui nous construit et qui fait de nous ce que nous sommes. Ensuite, il va y avoir la dimension psycho-émotionnelle qui va rentrer là-dedans, c'est-à-dire l'influence du milieu dans lequel je suis. Si je nais dans une famille française au milieu du XXe siècle, avec l'influence qu'ont pu avoir les restrictions alimentaires, les tickets de rationnement, ça date d'hier, quoi. Clairement. On a complètement oublié parce que le temps passe tellement vite, parce qu'on est dans une évolution complètement exponentielle, qu'on a l'impression que c'était un autre siècle, mais c'est nos grands-parents qui ont vécu ça. Enfin, je parle des miens, évidemment. Nos arrière-grands-parents, ça va aussi. Voilà. En tout cas, on reste quand même proche et on reste proche de personnes qui ont vécu ça et qu'on peut toucher, à qui on peut parler, qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, ces personnes qui ont vécu dans cette énergie-là vont se créer des croyances autour de l'alimentation qui sont liées à l'impact psycho-émotionnel de l'environnement dans lequel elles étaient dans les années 50, 60, 70. Et puis dans les années 70, vous voyez pourquoi c'est très important de faire le lien avec l'histoire, parce que dans les années 70, il y a un tournant. Post-68, il se passe des choses, il y a une libération de la parole, il y a une libération des actes, il y a une libération des corps,
Tout à fait. Et à l'échelle mondiale, il y a aussi une libération des échanges au niveau commercial. Avant, on mange à peu près tout le temps la même chose, selon les saisons, du lundi au vendredi, et puis on a les repas du week-end, on a le poulet du dimanche, ou le gâteau rôti, du dimanche. le gâteau du dimanche. Ouais, exactement. On est vraiment dans cette notion de communauté, de clan finalement, autour de cette alimentation et de ces traditions alimentaires. Voilà. Il y a la notion de la tradition qui est très forte jusqu'aux années 70-80. D'accord. Et puis après, voilà, chaque décennie va apporter son lot de changements, de découvertes qu'il faut mettre en lien avec les changements dans la famille aussi, dans la société et dans la famille, donc dans l'environnement de la personne. Et c'est tout ça qui va construire finalement notre relation à l'alimentation et qui fait que nous sommes ce que nous mangeons. Il y a le produit en lui-même, il y a la façon dont on le digère, donc on gère la dualité et la relation au monde, mais il y a aussi l'influence de la société et de la famille. C'est hyper intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à cette évolution. Évidemment, ce que tu vas pouvoir en tirer, c'est une généralité, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer au niveau psychologie, état d'esprit, mentalité, par rapport à cette évolution hyper rapide? C'est-à-dire que justement, entre ce qu'on mangeait dans les années 60 et ce qu'on mange aujourd'hui, où tu peux te prendre un pad thaï en bas de chez toi, est-ce qu'il y a aussi un lien avec... je sais pas, une ouverture d'esprit, ou est-ce qu'on lie à autre chose? Est-ce que ça, Nutrisens, enfin en tout cas cette vision que tu as, peut nous donner une grille de lecture sur ça? Alors, pour moi, c'est très clairement l'ouverture sur le monde, elle est majeure depuis les années 90, on va dire, parce qu'avant, c'était quand même une toute petite partie de la population et l'essentiel des gens continuer à consommer. C'était plus l'ère de la surconsommation alimentaire, les grandes surfaces, le caddie plein, et c'est un peu le début de l'ère de la malbouffe dans la cuisine du quotidien. Et on va voir arriver les additifs, beaucoup, on va voir arriver ces textures, ces saveurs poulet, saveurs machin. Ça c'est vraiment l'époque plutôt de la dénaturalisation. Et puis, post-2000, là, c'est l'ouverture vers le monde avec les épices, les cuisines du monde qui arrivent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tout à disposition. Alors ça crée deux choses. La première, c'est l'ouverture. Donc très clairement, c'est un point positif parce que ça va amener des personnes qui encore hier ne savaient même pas où était le Japon à ça, plus les émissions de cuisine, parce qu'on pourrait en parler aussi, mais ça n'empêche, ça a beaucoup contribué à une vision un peu plus large de la nourriture. Donc c'est plutôt vertueux, on va dire plutôt bénéfique. Et puis d'un autre côté, c'est trop d'informations. Donc quelque part, là on perd le sens, on perd le lien à la terre, on perd ce côté biotope, moi qui est quelque chose qui m'est assez cher, qui est que quelque part on est un peu fait pour manger les aliments qui poussent sur la terre qui nous ont vu naître. Tout à fait. Qui nous a vu naître. Donc en fait nous sommes des êtres hybrides. On est des hybrides entre ce côté terroir, parce que finalement, on est né là, avec encore une terre qui a une signification, parce qu'elle a une composition particulière qui va donner une composition particulière à ces aliments et des propriétés spécifiques. Et puis d'un autre côté, on est tous branchés, connectés, ultra connectés, mondialisés. Et comme tu dis, on peut manger le plat asiatique, le lendemain on peut manger italien, le lendemain on peut manger Tex-Mex, le lendemain on peut se faire le poulet frites, voilà. Et du coup ça, peut-être ça vient percuter certaines personnes. Tout le monde n'est pas suradapté. Donc il y a des gens qui sont très adaptés, pour qui ça va être ok, ils vont jongler avec tout ça et ça va bien se passer. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup moins adaptés. Et pour qui ça va être plus complexe. Alors là, à chaque fois, je parle toujours sur la sphère. En fait, c'est la vision holistique, donc sur la sphère psycho-émotionnelle, mais aussi sur la sphère biochimique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les échanges et dans la physiologie humaine, et du coup sur la sphère structurelle, c'est-à-dire comment ça va se matérialiser dans le corps. On a toujours cette vision globale. Et du coup, moi, quand je parle de ce qui touche à l'alimentation en lien avec Nutrisens, c'est
différents plans à chaque fois. On va toujours tenir compte de l'influence de ce qu'on fait sur ces différents plans. Hyper Je intéressant. sais pas si ça... Si, ça répond complètement à ma question. C'est drôle, je fais parallèle au moment où tu le dis aussi à cette vague de personnes qui voyagent énormément. De plus en plus, tu sais, de personnes aujourd'hui voyagent, découvrent le monde, ont parfois même du mal à se poser ou déménagent beaucoup, etc. Comme si cette ouverture au monde, en fait, il y avait à la fois ce côté positif et j'entends aussi un côté déraciné. Complètement. Tu vois Pour donner un exemple plus concret, tu sais, on va souvent dire que si une personne, par exemple, a des fringales de sucre, bon, il peut y avoir plein de raisons. Je donne un exemple, ça peut être une candidose digestive, une dysbiose intestinale qui fait qu'il y a des fringales. Je me souviens que tu nous disais toujours en cours, attention à leurs apports en protéines. Si on manque de protéines, on peut manquer de certains neurotransmetteurs, d'où envie de sucre. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui vont te dire ça, en disant, voilà, par A plus B, on sait d'où ça vient, avec cette vision Nutrisens? Alors, du coup, je peux peut-être reposer les bases de la vision holistique avec justement le côté structurel, plutôt matière. On va parler matière, donc là on va parler protéines, parce que les protéines, c'est ce qui va apporter la matière et la structure. On sait que ce sont les premiers éléments de construction de l'organisme. D'ailleurs, protéines, ça vient de proto, qui veut dire le premier. Ah. Donc on sait que la base de notre... On pourrait se visualiser là une pyramide, on va dire la base de notre pyramide, c'est la structure. Et c'est le matériel. Donc la protéine va contribuer à ça. Vous voyez, ça donne déjà une lecture un peu différente de la nutrition classique. Clairement. Ensuite, on va monter au niveau de la représentation des différents plans de l'être humain. On va aller sur la phase du coup des échanges plutôt physiologiques. Alors, on est dans le feu. Alors, moi, j'aime bien faire le lien aussi avec les éléments qui nous constituent et puis les éléments du macrocosme et du microcosme. Donc, on va être dans le feu digestif, comme le diraient les praticiens chinoises ou les spécialistes de l'Ayurveda. Mais en fait, finalement, rien n'est séparé. On retrouve ces grandes bases et ces grandes lignes dans toutes les versions de lecture du monde, quoi. Tout à fait. Donc, on va retrouver dans ce feu digestif la relation humaine, la dimension des échanges, du partage, la dimension du cœur. Et puis, on va retrouver plutôt dans des éléments comme l'air ou comme l'eau, d'autres liens à l'émotion, à l'émotionnel interne, et aussi à la relation plus spirituelle, plus intellectuelle, on va dire, de l'alimentation. Donc, si on reprend ton exemple de problème de sucre, on va dire, bon, alors déjà, qu'est-ce que ça touche? Le sucre, ça va toucher la problématique de la relation. On n'est pas dans la construction, on est dans l'énergie. Donc, quelque part, c'est le charbon que je vais mettre dans la chaudière. Tout à fait. Donc, on est bien dans le feu. D'accord, on est dans quelque chose d'énergétique. On veut amener du carburant, en fait, à la cellule. On veut donner de l'énergie à l'organisme de manière générale. Donc, déjà, je pourrais me poser la question de qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'autant d'énergie pour fonctionner au quotidien, sachant qu'un être humain lambda, c'est à ça on va retrouver l'aspect diététique classique, il a besoin de tant de kilocalories par jour, ou tant de kilojoules, où là on est dans la valeur plutôt énergétique, si on veut se raccrocher à quelque chose de plus classique. Et pourquoi tel être humain, lui, il a besoin du double, parce que sinon il n'est pas bien. Vous voyez, là on va pas juger, on va pas dire ah c'est mal de manger du sucre. Oh dis donc, on devrait faire plutôt une diète sans sucre parce que le sucre c'est un diable sur pattes moderne. Oui, c'est sûr que si on se regarde bien dans le blanc de l'œil, on va pas se dire que c'est un aliment extraordinaire le sucre ultra raffiné, quoi. Sauf la question à se poser, c'est pourquoi telle personne va avoir besoin de manger autant de sucre au quotidien. Et là on se dit peut-être il n'arrive pas à se débrouiller tout seul. Peut-être qu'il a besoin d'être en permanence en lien pour pouvoir avancer dans son quotidien. Alors l'autre question, c'est en lien avec quoi ? Il se trouve que le sucre va nous ramener directement au lien à la mer intérieure. C'est la mer de l'intérieur du ventre, quoi, de l'intérieur de l'utérus. La relation au sucre, elle se passe au moment de l'implantation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant par Olivier Soulier sur ce lien au sucre. Ça, je l'ai trouvé nulle part ailleurs, cette notion de lien à la mer de l'intérieur, parce que l'utérus
doit se gorger de glycogène au moment de l'implantation de l'œuf. Il est tapissé de fructose ou je me trompe? Alors, c'est du glycogène. C'est du glycogène. De quelle origine? Là, tu vois, tu me poses une colle, là, tout de suite, je pourrais pas Je te répondre. dis ça parce que dernièrement encore, c'était en conférence, je crois, que j'entendais ça, et qu'il y avait cette importance du fructose au moment de la fécondation. Et sur le coup, j'ai repensé à cette histoire d'utérus tapissé, mais voilà, là, alors je la fais bien. fécondation, ça se passe avant. Donc, la question du fructose concerne peut-être la glaire cervicale. Alors, on rentre dans des considérations un peu plus larges, mais finalement, bah, c'est de là que nous venons tous. Et regardez que c'est déjà une histoire de sel et de sucre. Hein. Ouais, clairement. Donc, en fait, la glaire cervicale est sucrée. Et alors, peut-être que c'est du fructose. À ce moment-là, d'accord. Voilà. Par contre, là, nous, on est dans la phase d'implantation, c'est-à-dire la fécondation a déjà a déjà eu lieu. On a déjà eu les 7 jours de voyage dans la trompe, donc dans les phases d'embryogénèse. Et là, en fait, l'œuf arrive au moment où il est sans réserve. Et écoutez comme c'est important parce que justement, il n'a plus de réserve. Et soit, en gros, il trouve une station essence, quoi, et il refait le plein, et il peut s'implanter, soit il n'y a pas, et à ce moment-là, il ne peut pas s'implanter. Donc, le sucre et notre relation au sucre est vraiment liée à cette première implantation, à la possibilité qu'on va avoir ensuite de grandir au sein de l'utérus maternel. Et pendant toute la phase de gestation, finalement, on est dans cet état un peu, moi j'appelle ça la corne d'abondance, quoi. On n'a pas grand-chose à faire pendant cette période-là. En tout cas, on n'est pas dans l'action du monde extérieur. On est protégé par ce liquide amniotique, par cette poche, par ce ventre. Tous les sons nous parviennent d'une manière un peu étouffée. On est comme dans un caisson, quoi, quelque part, hein, pendant ces 9 mois. Et on est on pourrait dire, on est dans les origines du sucre, quoi. Et puis, il y a la naissance. Alors, c'est bien ça le problème, c'est qu'à un moment, il faut sortir. Donc, fini le cocon et le buffet à volonté. Exactement. J'aime beaucoup la notion de buffet à volonté, je crois que je vais te la piquer. Je m'en servirai. Donc, c'est ça, voilà, c'est free, quoi. Hein, on va pendant 9 mois, et puis, c'est buffet où, justement, hyper intéressant, où tout le monde va aller, et plus il y en a, et plus on va aller se resservir, quoi. Donc là, on est vraiment dans cette problématique-là, hein, de départ, justement. Donc, tout le challenge réside au moment de la naissance pour la maman, commencer à mettre l'enfant en autonomie. Alors, c'est une autonomie très relative pendant les premiers mois, hein, puisque le petit bébé, il ne sait rien faire tout seul, un petit bébé humain. Donc, il est encore dans cette dépendance. Il est mis au sein, dans la mesure du possible. S'il est au biberon, c'est pas grave, on trouvera les mêmes éléments dans le lait, enfin les mêmes éléments de composition de base. Hein. Donc là, je parle protéines, lactose, graisse, voilà. Donc, il a le lactose du lait, qui est le sucre du lait, qui va continuer à le maintenir un peu dans cet état de dépendance, mais en même temps, il a accès à d'autres structures qu'il va pouvoir digérer par lui-même. Donc, il commence à gérer le monde tout seul, tout doucement. Et puis, il doit aller vers l'autonomisation et vers la séparation. Quand on parle de sevrage au niveau du lait maternel ou au niveau du biberon, ça implique bien sur le plan psychologique, psycho-émotionnel et sur le plan vraiment de l'évolution de l'être humain, un moment où je vais commencer à fonctionner par moi-même. Et je n'ai plus besoin de l'autre. Vous voyez, je commence à ne plus avoir besoin de l'autre pour fonctionner. Du coup, si ça se passe bien, on peut imaginer que dans notre relation au sucre et dans notre relation à l'alimentation, ça sera pas trop un problème, et je n'aurai pas besoin de dépendre, j'aurai pas besoin d'un repas toutes les 2 heures, vous voyez, comme un nourrisson. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent de dépendance au sucre au point où elles ont besoin de remettre du sucre dans leur organisme toutes les 2 heures. Vous voyez comment on se retrouve là, à la tétée, on se retrouve dans les premiers mois de l'existence où on avait besoin de ce carburant pour pouvoir fonctionner. Mais derrière le carburant, c'est autre chose. C'est Marie Thirion, docteur Marie Thirion, qui a écrit un formidable livre qui s'appelle « Pourquoi je mange ?» Si vous avez l'occasion vraiment de lire ça, ça a été une découverte extraordinaire aussi pour moi il y a quelques années. Elle explique bien que ce petit bébé, parce qu'elle a beaucoup écrit aussi sur l'allaitement, elle est pédiatre à la base,
Et elle a beaucoup écrit sur ce lien qu'on va projeter, que la mère va projeter sur l'enfant en disant « il pleure, donc c'est de nourriture dont il a besoin ». Alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas de nourriture dont il a besoin d'autre chose. Et s'il n'est pas nourri avec cette autre chose, vous voyez, comme on est dans la nourriture de l'âme aussi, hein, s'il n'est pas nourri par cette autre chose, eh ben, il va se contenter de ce qu'on lui donne, c'est-à-dire d'un aliment solide avec lequel il va essayer de compenser. Alors, de composer et compenser. Exactement, les deux en même temps. Parce que le fait de composer va amener au fil du temps avec une compensation, compensation, s'il n'a pas réussi à composer d'une certaine manière et s'il n'a pas retrouvé une forme d'équilibre. Ouais. Donc, on va faire de la perfusion, en fait, de sucre chez des adultes de 30, 40, 50, 60 ans. Moi, j'ai des clients qui me racontent des fois comment ils se lèvent la nuit pour aller manger un petit quelque chose sucré. Ça les rassure, ça les calme et ils se rendorment. Ouais. Donc vous voyez qu'on reste vraiment bloqué dans ce stade-là, quoi. Tout à fait. Donc il faut amener une lecture un peu différente pour pouvoir se sortir de cette vision et ces habitudes en fait qui enferment la personne dans ses modes de fonctionnement. Et là on pourra mettre 10 régimes différents en place, on réglera pas le problème. Clairement. Parce que c'est vrai que très souvent on va dire quelle est l'émotion que vous essayez de manger à travers votre tablette de chocolat, et encore le chocolat c'est un autre truc qu'on va peut-être aborder, mais voilà, à travers ce sucre, de conscientiser que des fois, moi je parle souvent de qu'est-ce qui nourrit votre vie. C'est l'une des premières choses que je demande aux premières consultations, c'est il n'y a pas que l'assiette, il y a les autres choses, et quand il manque quelque chose quelque part, que ce soit spirituel, social ou autre, on va aller des fois compenser avec la nourriture. Et ce qui est hyper intéressant là, c'est que j'ai l'impression qu'on va vraiment à l'origine de l'origine qui explique pourquoi on en arrive à manger nos émotions. Est-ce que c'est parce que nourrisson, on avait besoin d'autre chose et on nous a mis le sein en le biberon dans la bouche? Concrètement, du coup, une personne qui se dit oui, j'ai ces envies de sucre, ça me parle. Comment travailler sur cet aspect-là? Qu'est-ce que tu leur conseilles pour aller retravailler sur cette séparation, cette indépendance au final? Parce qu'en fait, là, ils sont restés dépendants. En fait, tu as un peu tout dit. Déjà, c'est un travail global, c'est un suivi, un accompagnement. Ça se fait pas comme ça, d'une minute à l'autre. En même temps, il se passe quelque chose de manière cellulaire. Il y a une forme de vibration, une résonance cellulaire quand on entend ça. Pour la première fois, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché à le reproduire, enfin, pas le reproduire, mais à voir si ça marchait aussi sur d'autres êtres humains. Et vu que c'est le cas, et qu'à chaque fois, ça fait le même effet, je me dis, ah bah mince, on tient peut-être quelque chose. Donc, le lien, c'est le premier pas, en fait. Donc, faire le lien, c'est faire en sorte qu'à l'intérieur, il y ait comme une serrure et une clé qui se rencontrent. Il y a un déclic. Il y a un déclic. À partir de là, on se dit, ah ben, ça m'ouvre un autre champ de lecture et un autre champ de fonctionnement. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur l'autonomie. Parce qu'en fait, c'est quoi le contraire de la dépendance? C'est l'autonomie. Plus je vais devenir autonome, moins je vais dépendre des autres. Et là, tu vois, on fait le lien avec la candidose dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec la candidose chronique, je suis vulnérable. Je me laisse envahir. C'est un parasite, le champignon. Donc, je me laisse parasiter. Comme en naturopathie, on est très attaché à des lois et des principes très, très anciens, qui datent de l'Égypte antique, qui s'appellent les principes hermétiques, qui disent que tout ce qui est dedans est comme tout ce qui est dehors. Et bien, finalement, si en dehors, je me laisse parasiter, en dedans, je vais laisser la place à mes parasites de se développer. Et du coup, ces parasites, ils se nourrissent de sucre. Voilà. Donc, ça va être une raison, vous voyez, physiologique d'aller chercher encore plus de sucre dans l'alimentation, donc de me maintenir et de me verrouiller dans ce système de dépendance. Du coup, j'ai des symptômes qui vont montrer, là encore, cette relation et ce lien à la dépendance. Donc, qui peuvent être des symptômes sur le plan psycho-émotionnel, d'irritabilité, de stress, de nervosité, qui sont liés à la surconsommation de sucre aussi. Mais j'ai aussi des symptômes d'inflammation chronique, parce que mon corps, il dit qu'il ne veut pas fonctionner comme ça. L'inflammation, c'est de la colère. Donc, si je suis en colère, c'est que quelque part, j'indique
C'est un indicateur, c'est un feu rouge. J'indique que je ne suis pas d'accord parce que le but de mon évolution n'est pas de fonctionner de cette manière-là et de dépendre de l'extérieur. Donc je vais mettre en place, autant dans mon alimentation que dans ma façon de considérer l'aliment au quotidien, dans la façon ça j'insiste énormément là-dessus, dans tout ce que je fais en fait, parce que ce soit dans le cabinet, que ce soit quand j'enseigne auprès de mes étudiants ou que ce soit auprès de stagiaires, parce que je donne aussi des formations pour d'autres prestataires, finalement je dis toujours la même chose. L'important c'est de se donner déjà une qualité d'aliment qu'on pense mériter. Vous savez, il y a un proverbe qui dit on n'a que l'amour qu'on pense mériter. Mais quel amour? C'est l'amour qu'on se porte à soi-même déjà, pour commencer. Donc si je pense que je ne mérite que de la malbouffe, 4 paquets pour 3, la promo par-ci par-là, manger toujours plus de cochonneries, des calories vides. C'est ça. Vous voyez, le nom, les calories vides, déjà, c'est fort. Hein. Clairement. Donc, de quoi je veux me remplir? Je veux me remplir de vide ou je veux me remplir de plein? Donc, si je vais chercher un aliment dense, à la structure harmonieuse, qui a poussé dans des belles conditions, qui a été fait par des belles personnes, que je vais aller, pourquoi pas, voir où les aliments ont poussé, que je vais rencontrer des gens, du coup je vais y mettre du feu, de l'échange et de la rencontre aussi, je vais y mettre de l'eau des émotions, je vais y mettre de l'air de la connexion et de la spiritualité, et je vais y mettre de la terre, j'ai foulé le sol et je sais d'où ça vient pas d'une obscure usine qui est à l'autre bout du monde, dans laquelle ils mettent de la morora sur les épices, et qu'ils s'en foutent parce que de toute façon, comme ça va être ionisé, c'est-à-dire irradié, voilà. souvenez-vous le scandale qu'a encore fait le livre du gars qui a pollué ardemment pendant des années, puis qui maintenant vient nous dire comment les autres polluent. Exactement. Je ne citerai pas, mais... voilà, je pense qu'on a tous bien l'idée du livre. Bien compris. Je ne critique pas en plus, je dis juste que faire partie d'un système comme ça, quelque part c'est criminel. Clairement. Donc aujourd'hui, c'est de revenir à une alimentation qui soit dans sa structure et dans sa matière déjà une alimentation plus noble. Et ça, c'est pas l'apanage des gens qui ont de l'argent. Donc ça aussi, c'est une croyance qui est reliée à notre croyance de l'enfance. Vous voyez, de tout à l'heure, de quand on dit mais tu sais, ça c'est pour les riches, nous on a le droit à manger que ça, ça c'est de la nourriture de pauvres. Et non, ça n'existe pas, ça n'existe que dans notre tête. Exact. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont très très peu de moyens et qui mangent des aliments complets, sains, naturels. Alors, ils n'ont pas un frigo plein à des... Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un frigo qui déborde. D'ailleurs, je pense qu'une cuisine saine, c'est peu de choses dans le frigo. Parce que ça veut dire du frais, ça veut dire des choses qui sont achetées plusieurs fois par semaine, ça veut dire qu'on n'a pas des stocks de yaourts, de crème dessert et de machin pendant des mois, on n'a pas des fromages super pasteurisés qui se conservent aussi pendant des mois, clairement. Parce que les bons aliments, ils se conservent pas longtemps. Tout à fait. Ou alors ils sont lactofermentés, c'est une autre question. Tout à fait, mais alors c'est hyper chouette parce qu'on voit vraiment que l'aliment, c'est aussi notre choix alimentaire définit en quelque sorte la façon dont on s'honore et notre estime de nous-mêmes en fait. C'est ça. Alors, j'aime beaucoup ce terme s'honorer. C'est vraiment ça. On pourrait presque se dire, tiens, je me lève aujourd'hui, comment je vais m'honorer par l'alimentation, quoi. Je mangeais un pain de mie sans croûte avec du NUTE2LA et un verre de jus d'orange insipide ou de multifruits. Est-ce que je m'honore avec ce genre de produit? Vous voyez, c'est pas un jugement, on se pose une question. Et en fonction de d'où il vient, de qui l'a fait et de ce qu'il compose, l'aliment, plus cette vision symbolique, en fait, je vais me rendre compte que non, peut-être ça correspond pas aux besoins d'un être humain d'aujourd'hui, qui doit faire face en plus à de nombreux stress dans son quotidien, qui doit faire face à un relationnel compliqué parce que les réseaux, parce que les échanges, parce que le travail, parce que son patron, parce que son mari, sa femme, ses enfants, etc. Et non, il faut que notre nourriture nous nourrisse vraiment. Tout à fait.
Tu parlais de besoins, et même tout à l'heure quand t'expliquais protéines, sucre, relations, spiritualité, etc., j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la pyramide de Maslow. Oui, parce qu'en On est fait, dedans. on est complètement dedans. Moi, je la sors à toutes les sauces, quoi, cette pyramide. Hein. C'est vraiment... Quand je fais mes formations sur l'univers de la bio, ou que ce soit sur des formations beaucoup plus pointues sur les suivis, accompagnements thérapeutiques et autres, je la sors tout le temps parce que c'est la base. Elle nous montre que les besoins fondamentaux, tant qu'ils ne sont pas satisfaits, ça va être compliqué de passer au-dessus. Passer à l'estime de soi, de passer à avoir un bon relationnel, de passer au développement spirituel, à agir pour la communauté. Non. Donc déjà, les bases. C'est pour ça que moi, j'ai basé Nutrisens sur alors, c'est plus un triptyque pour moi. Hein. Il y a moins d'échelons comme dans la pyramide de Maslow, parce que Maslow, c'est Maslow. Moi, c'est un triptyque entre les nourritures terrestres, les relations humaines et l'évolution spirituelle. D'accord. Voilà. Déjà, si on considère ces 3 aspects-là, et puis moi j'aime bien le 3 parce que c'est un chiffre sacré, c'est la Trinité, c'est le 3 de l'homme, de la femme et de l'enfant, ou de la relation, voilà, on voit comme on veut, c'est un chiffre très fort, donc j'aime bien cette notion de tridimensionnalité dans la vision globale. D'accord. Si maintenant, pour vraiment donner aussi des exemples très concrets aux personnes, est-ce qu'en quelques mots, parce que j'imagine qu'on pourrait en parler des heures pour chaque aliment évidemment, là par exemple on est en Savoie, tout le monde est fan de fromage, de lait, tu sais c'est sacré. Après, il y a une vision, surtout aujourd'hui, de plus en plus claire sur le fait que si c'est frais, si c'est cru, c'est encore meilleur, on préserve les probiotiques, etc. Qu'est-ce qu'on peut expliquer du lait ou du fromage? Putain, je t'envoie sur un sujet. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Brûlant et risqué. Non, alors j'ai l'habitude, je suis savoyarde moi-même, je dois le dire. Donc j'ai été élevée à la raclette et à la fondue comme tout le monde ici, ou comme la plupart des gens, en tout cas dans les années où je suis née, ça se faisait encore beaucoup. Donc c'est quelque chose qui me parle. Aussi parce que justement je viens de là, que je suis très attachée à cette culture, que j'aime beaucoup le contact avec les éleveurs, j'ai visité énormément de fermes, de coopératives, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui font du fromage de qualité, qui fabriquent encore avec cette vision justement très connectée à la terre et à l'animal. Donc tout ça pour moi c'est ok. Donc il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Hein, déjà c'est important, encore une fois on n'est pas dans le jugement, on est dans une lecture un petit peu plus, on prend du recul quoi, hein, on prend un peu de hauteur et on essaye de regarder les choses avec cette hauteur là. Alors, les produits laitiers, de manière générale, on ne peut pas travailler sur les symboliques des produits laitiers sans partir sur la symbolique de base, qui est la relation au lait, hein, avant de voir les transformations. Donc, le lait sort du pied de la vache, il sort aussi du pied de la chèvre et de la brebis, hein, même de la jument, enfin, il y a même du lait de chamelle. Mais chez nous, puisqu'on reparle de chez nous, hein, on parle de notre environnement et de notre biotope, c'est quand même la vache. On va dire la base de nos produits laitiers, ce sont des produits laitiers à base de lait de vache, et surtout dans nos régions. Donc, la vache, elle va symboliser la relation à la mère, et le lait de vache va symboliser la relation à la mère. Déjà, sur quoi on se base pour dire ça? Quand il n'y a pas de lait de mère, on donne du lait de vache. Déjà, clairement. Déjà, la base. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le biberon? Voilà, on ne met pas du jus de carotte. Qu'il y a eu une époque, la mode du jus de carotte, pour les sevrages de bébés qui ne supportaient pas le lait de vache, d'ailleurs. C'est intéressant, parce que ça va nous donner une idée de la symbolique de la carotte. Bref, intéressant. Prochain podcast. On a beaucoup fait ça dans les années 80, mais dans la relation à la mère, on va être vraiment dans le lait de vache plutôt chaud. Et là, on sera dans du maternant de début de vie, on va dire. Hein, donc avec le côté affect très développé, avec la peau, avec l'odeur, avec ce besoin d'avoir cette relation charnelle à la mère. Dans le lait froid, on sera plus dans une relation de type éducatif, c'est-à-dire ma mère comme elle m'a éduquée, ma mère en tant que mère et pas en tant que maman. On pourrait presque dire le lait chaud c'est maman,
Et le lait froid, c'est mère. Oui, mais j'allais dire, il y a une froideur, mais oui, Et du oui. coup... De fait, vous voyez, tous ces enfants qui vont dire mère nous a donné l'autorisation d'aller se promener. Ou qu'ils l'appellent par leur prénom. Voilà. Ça, j'ai connu aussi. Ouais. Exactement. Donc, alors, sans aller jusque-là, parce qu'évidemment, c'est un extrême que j'espère peu de gens Vivent, ont connu. Mais c'est ma mère sous son côté éducatif. Et puis après, il y a les transformations. Donc chez nous, le fromage, il est transformé par un microbe. Ce sont des bactéries, ce sont des microbes divers et variés selon les catégories de fromage qui vont être utilisés. C'est là où ça devient hyper passionnant parce que forcément, selon la région, selon ce qu'on aura utilisé, est-ce que c'est un champignon, est-ce que c'est plutôt une bactérie de tel type, est-ce qu'on le fait affiner, pas affiner, est-ce qu'on cuit, est-ce qu'on laisse cru, est-ce qu'on cuit à 40 degrés, juste pour garder quand même les aspects du cru, mais c'est quand même une cuisson. Donc la cuisson, c'est pas la même chose que de laisser le fromage vieillir simplement sans le cuire, comme on fait avec les petits frais qu'on va affiner. Vous voyez, il y a toute une lecture en fait qui mériterait des années de travail encore et de recherche autour de la symbolique des fromages, quasiment par terroir. On peut même pas dire par région, par terroir, parce que même dans une région, il y a 15 terroirs, voire plus. Donc ça va nous dire comment j'ai transformé la vision de ma mère. Ah, d'accord. Puisque j'ai plus du lait. Alors, si je vous donne un verre de lait et un maroilles, vous allez me dire ah non, il s'est passé un truc quoi entre les deux. On n'a plus le même produit. C'est plus tout à fait la même chose. Donc on voit bien visuellement, réellement parlant, qu'il y a eu une transformation. Donc psychiquement, sur la sphère émotionnelle et sur la sphère symbolique, il y a aussi eu une transformation. Donc je peux peut-être accéder à cette mère-là, alors que je ne peux pas forcément accéder à l'autre. Ça, c'est hyper courant. Moi, je le vois dans les consultations tout le temps. Des gens qui ne supportent pas le lait et qui n'aiment pas le lait, qui ne boivent jamais de lait, mais qui adorent le fromage. Ouais. Et qui mangent des tonnes de fromage. Et tu veux dire que c'est... Sur un plan inconscient, ils vont préférer la vision qu'ils se sont faite eux de leur mère comme ils auraient aimé la voir. Ils l'ont transformée, modulée à leur façon, parce que celle qu'ils n'ont eue ne leur satisfait pas. C'est ça que tu veux dire? C'est exactement on parle vraiment de « je suis addict au fromage et je peux pas m'en passer ouais. ». C'est dans ce... Oui. Je vais pouvoir accéder à une vision transformée de ma mère. De manière inconsciente, bien évidemment. Parce que quand j'en ai conscience, bizarrement... ça me passe sans vie. Ça passe. Ou ça se transforme. En tout cas, on n'a plus cette appétence... un peu addictive, ou alors simplement on prend conscience de la relation qu'on a à sa mère et des attentes qu'on a vis-à-vis de la relation qu'on a à sa mère. Et du coup, ça transforme aussi la relation. On pourrait rentrer, mais là, il nous faudrait encore quelques heures, mais on pourrait rentrer dans les intolérances, les hypersensibilités, les allergies aux produits laitiers, parce que forcément, ça va nous donner aussi beaucoup d'informations dans la relation à la mère. Que j'entretiens. Est-ce que c'est quand je consomme... par exemple, j'ai des gens qui me disent ben non, le lait, j'en bois pas parce que ça va me donner de l'acné. Mais les yaourts, ça va. Donc ils vont manger des yaourts. Ils vont manger beaucoup de yaourts. Beaucoup de femmes qui mangent beaucoup de yaourts. Ça, c'est plus un truc de femme que d'homme, le yaourt. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Le yaourt, c'est un ferment. Mais c'est pas la même fermentation. C'est un ferment lactique de la famille des bifidobactéries, la plupart du temps. Parfois des streptocoques, ça dépend du type de ferment qu'on va utiliser, mais c'est pas du tout la même transformation qu'avec un fromage. Il n'y a pas cette notion d'affinage, de vieillissement, il n'y a pas il y a une légère restructuration de la matière, mais qui est quand même différente de celle du fromage. Logiquement, il n'y a pas de cuisson. Enfin, ça dépend comment est fait le yaourt. Aujourd'hui, évidemment, on a des laits pasteurisés, homogénéisés, qui n'ont plus rien à voir. Donc, vous voyez, là aussi, elle est transformée, la vision de la mère. Enfin, un lait industriel n'a déjà plus rien à voir avec un lait cru. Alors, tu vois, je pense à un truc aussi... On parlait de cette notion d'indépendance et je suis passée par là et je vois aussi des personnes qui me consultent qui passent par là, c'est-à-dire des périodes où tu es intolérant à tout, tu sais, surtout gluten, produits laitiers, comme si c'était, bon, produits laitiers, la mère, gluten, bon, parce que je connais un petit peu l'histoire, plus en lien avec le père, comme si c'était, bon, bah maintenant, moi je vole de mes propres ailes, vous me foutez la paix, et puis on les réintroduit quand ça va mieux. Il y a de ça ou... Ah, il y a complètement de ça, parce qu'on est
on en revient à ce que tu disais tout à l'heure avec le fait d'avoir beaucoup d'informations, Oui. d'avoir beaucoup de choses à disposition, beaucoup d'aliments à disposition. N'oublions pas des aliments transformés et ultra transformés qui ont beaucoup changé les choses aussi dans la façon dont on allait les gérer, les digérer. Donc forcément les intolérances et les hypersensibilités, elles vont se manifester parce que je gère plus ce lien à l'extérieur. Parce que c'est pas du moi, on est sur l'immunité, hein. Donc ça veut dire qu'on est sur la différence entre le soi et le non-soi. Qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi? Qu'est-ce qui vient du dehors, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Oui, mais le truc que je connais et que épigénétiquement parlant, je connais depuis des générations. C'est-à-dire, mon système immunitaire est plutôt habitué à manger du blé. Ici, c'est pareil, hein, c'est entre les gars du Groenland, le blé, bof, quoi. Parce que dans leur génétique et dans leur mémoire, hein, quelque part, dans leur mémoire génétique, ils n'ont pas ces types d'aliments. Nous, le blé, les produits laitiers comme le fromage, on les a quand même depuis quelques paires de mille, quoi. On va dire, en gros. À peu près pour le gluten, pour le blé, c'est 4000, moins 4000, moins 7000. Ça dépend des zones. Mais les blés qui ont commencé à être cultivés, on a des traces de blé cultivé à moins 7000 dans des zones de Turquie actuelle, par exemple. Hein. Donc ça date un correspondrait, peu, ça correspondrait à une sorte de petit épeautre, voilà, des choses comme ça. Ça commence à dater. Donc on peut dire qu'on est habitué à en manger. Sauf que quand il a été transformé d'une manière, tu parlais de la vitesse tout à l'heure de changement et de transformation, entre les blés de 1950, 1960 et les blés qu'on trouve aujourd'hui dans les produits, ça n'est plus le même produit. Donc déjà, on pourrait presque pas parler du blé, on devrait l'appeler autrement. Ouais. Déjà, c'est souvent du froment d'ailleurs, donc c'est pas le blé dur, c'est encore pas les épeautres, c'est encore d'autres variétés, mais on devrait presque les appeler autrement parce que ils ne peuvent plus, vous voyez, avoir ce titre. On pourrait dire, on parlait des aliments nobles tout à l'heure, et blé, ça serait noble. Oui, d'accord. Et là, c'est pas noble du tout. On n'est pas du tout dans le même type de produit. Donc déjà, c'est normal que je réagisse à ça. Après, sur les symboliques gluten, c'est plus complexe parce que de dire que gluten c'est père, moi, je suis pas très d'accord parce que si on cherche bien dans les sources même mythologiques de liens entre le blé et les symboliques, on va plutôt trouver des symboliques maternelles. Mais maternelles dans le sens de Gaïa, dans le sens de Déméter, dans le sens de ces grandes déesses, en fait, qui étaient les déesses des moissons, les déesses qui ont donné la vie. D'accord. Le grain de blé, on le met en terre et il renaît. On est dans cette notion de donner la vie et de faire renaître. Ça, c'est plus des visions anthroposophiques, en fait. Le gluten, dans son sens père, c'est plus dans le sens, finalement, héritage familial. Ah, oui, d'accord. De quand on devait cultiver le champ de blé, du père pour pouvoir rester dans la famille. Ça, c'est plus en lien avec la civilisation. Parce que au moment de la civilisation, l'arrivée des civilisations dans nos régions, encore une fois, on est sous l'ère de la culture, quoi. C'est le cultivateur qui va permettre de créer les grandes familles qui s'implantent, de créer ces territoires agricoles qui vont faire que si le fils veut pouvoir bouffer le blé du père, il est bien obligé de travailler avec, il est bien obligé de rester sur place. Et du coup, d'adhérer à la loi du père, et donc à la loi du groupe. Donc le gluten, il va plus nous parler de la loi du groupe, c'est dans ce sens-là, la relation au père, que le père essentiel, on va dire, qui sera plus des symboliques de sel, ou d'autres symboliques. Ou le pain, par exemple. Le pain nous parle beaucoup plus du père, dans le sens du père et du papa, est très salé. Que le gluten. Le gluten, c'est plus vaste. Et puis, il y a cette notion de glu, donc glucides, donc de colle aussi, donc de dépendance. Mais c'est quelque chose de très vaste, en fait. Et quelque part, c'est un peu un truc qui nous colle au basque, voilà, dans ce sens-là, et dont il vaudrait peut-être mieux se libérer à un moment pour retrouver notre autonomie. Exactement, et un sens à notre vie.
et pour plus dépendre. Mais de dire le blé c'est pourri, non, c'est pas vrai. Le gluten c'est nul, personne doit en manger, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont très bien avec ça, mais parce qu'ils ont fait le chemin. Et si on fait pas le chemin, on reste dans l'exclusion. Et si on reste dans l'exclusion, c'est qu'on n'est pas guéri. Parce que la guérison, c'est d'être capable de manger de tout et de pas être malade. Enfin, c'est une preuve que le corps, il a intégré les différentes expériences et qu'il peut faire avec sans souffrir. Et c'est une superbe conclusion sur ce sujet parce que c'est un signe, c'est-à-dire que quand il y a intolérance, quand il y a même allergie ou autre, ça nous signe qu'il y a quelque chose à travailler en nous sur un plan plus subtil. C'est ça. Génial, merci Carole. Merci à toi Lisa. J'aurais encore 15 questions à te poser, mais ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de faire ce podcast. Pour finir, j'ai des questions, vu que je t'ai sous la main, un peu plus générales à te poser. Parce que tu fais un milliard de choses. T'es et naturopathe, et formatrice, et tu crées des ateliers, et je sais qu'aussi que tu apprends beaucoup, tu lis énormément, etc. On va en reparler aussi. Tu es aussi la fondatrice et présidente des académies de santé naturelle que tu organises avec Sébastien. J'y reviens tout de suite après. J'ai 2 questions qui me viennent tout de suite. C'est 1, est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien qui, selon toi, bien évidemment, on sait que la santé, c'est plein de petites choses qui s'embriquent, mais est-ce que tu as des routines quotidiennes qui t'aident à garder la pêche, à avoir l'énergie? Est-ce qu'il y a 2-3 choses que tu fais tous les jours qui, selon toi, nourrissent ta santé, ton bien-être? Oui, alors ça c'est une question. En plus, tu me demandes d'être rapide. Ah non, t'inquiète pas. Je porte beaucoup d'attention à mon petit déjeuner. C'est vrai que pour moi, c'est un repas hyper important. En même temps, si un jour je dois le louper, c'est pas grave. J'en fais pas une maladie, mais je porte beaucoup d'attention à ce premier repas qui est comme une sorte de... En fait, mon petit truc, ça serait mes rendez-vous. Je mets en place des rendez-vous avec moi-même. Donc, le premier, c'est ce que je consomme, c'est ce que j'avale dans le sens de l'eau, pour commencer. Et puis, mes petites plantes, mes compléments, si jamais, voilà, parce qu'on est tous sur le chemin. Ensuite, c'est mon petit rituel des 5 Tibétains. Ah oui. Voilà, auquel je tiens beaucoup, parce que c'est aussi la rencontre avec mon corps. C'est de me souvenir que j'ai un corps. Et pour un être qui pense beaucoup, c'est important. Je vous mettrai, si jamais, en barre d'infos de ce podcast, une vidéo qui vous montre un petit peu ce que c'est que les 5 Tibétains. Voilà, facile, gratuit, accessible à tous, à la maison avec un tapis. Donc voilà. Et puis après, c'est ce qui me nourrit. Donc c'est les relations aux autres, c'est ma famille, voilà, c'est mes clients, c'est mes élèves, c'est la curiosité, le bonheur de me dire tiens, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, qui je vais rencontrer, tiens, un nouveau projet, une nouvelle idée, un truc qui s'imbrique, ou une lecture, ou un moment de repos, voilà. Mais j'ai pas d'autres secrets en fait. C'est déjà génial, c'est déjà super. Et justement, tu étais en train presque déjà de répondre à la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as quelque chose à nous partager, que ce soit une réflexion récente, un apprentissage, quelque chose même peut-être que tu as désappris, c'est-à-dire quelque chose où tu t'es dit « Ah, j'étais convaincue de ce truc, puis en fait non », ou une lecture, voilà, quelque chose de particulier qui te viendrait, que tu as envie de nous partager. Oui, alors ça fait un petit moment quand même, c'est pas d'aujourd'hui, mais j'en parle très régulièrement, que j'approfondis mes recherches et mon travail sur, on va dire, tout ce qui a un rapport avec l'alchimie. Et j'ai découvert il y a 4-5 ans le travail de Patrick Burenstenas, alchimiste. Voilà, je me régale régulièrement encore. J'ai acheté son bouquin Un alchimiste raconte il n'y a pas longtemps parce que je l'avais encore pas lu. Il a beaucoup de vidéos sur internet et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une chaîne de télé alors qui est payante mais qui faut vraiment le coup, qui s'appelle Inres Télé. C'est eux qui publient le magazine Inexploré parce qu'ils ont des
des reportages d'une qualité exceptionnelle qui nous ouvrent plein d'horizons. Donc un de mes grands kiffs du moment, c'est ça. C'est les documentaires que je regarde sur INRES TV. Et il y a Patrick Burenstenas qui vient de faire un documentaire qui est sorti là début septembre qui s'appelle l'ABC de la langue des oiseaux. On en parlait beaucoup, voilà, je m'en souviens. Donc je me régale avec ça parce que j'en apprends tous les jours. Génial, c'est drôle parce que l'alchimiste te raconte, il est dans mon panier. Ah. Tu sais, on a toujours notre petit panier en ligne, genre les prochaines lectures, c'est ça. Tu vois. Ça fait que confirmer le fait que, ok, il faut vraiment que je le commande. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle des académies de santé naturelle. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? Comment on fait? Dis-moi tout. J'essaie d'être succincte aussi. En fait, ça naît d'un projet, là on est en 2013, j'ai vraiment envie de créer un congrès sur Aix-les-Bains, donc en partenariat avec la ville d'Aix-les-Bains, qui me suit sur ce projet. Donc, à l'époque on était plusieurs, et on crée les académies de la naturopathie au départ, qui deviendront les académies de la santé naturelle et qui sont devenues aujourd'hui le congrès Agir pour la santé naturelle. Parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Donc aujourd'hui, on est 4 associés à gérer ce congrès et j'insiste sur le fait qu'on est tous des professionnels de la santé naturelle, donc naturopathes pour la plupart. On a une associée qui est sophrologue aussi. En tout cas, voilà, ce sont que des spécialistes. Donc notre but, c'est vraiment distribuer justement toutes ces connaissances au plus grand nombre. Au plus grand nombre, c'est pas très juste, c'est plutôt dire à ceux qui sont curieux de tout ça et qui veulent le faire dans des conditions agréables, parce que pour moi la convivialité, le partage, le plaisir tiennent une grande place. Donc le centre des congrès à Aix-les-Bains, c'est quand même extraordinaire pour ça, parce que c'est un chouette lieu, c'est une chouette ville pour accueillir ce type de congrès sur la santé naturelle. C'est mettre en lien des personnes qui sont dans ce même état d'esprit, de partage, de générosité, d'échange. Alors c'est un congrès qui est payant, bien sûr, parce qu'il faut bien les faire venir et oui, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Alors cette année, on a 14 intervenants dans l'auditorium. Et des sacrés intervenants, j'ai vu, qui étaient présents, j'ai bien hâte. On est très contents parce que on va avoir une magnifique soirée d'ouverture le vendredi soir. Faut préciser que la soirée du vendredi est ouverte en dehors du congrès, c'est-à-dire on peut venir que à la conférence du vendredi soir. Là, on aura le philosophe et écrivain Denis Marquet, on aura l'extraordinaire chanteuse lyrique Marianne Sébastien, qui a cette association Voix Libre, qui est sur Genève d'ailleurs, qui œuvre beaucoup pour on va dire, réparer les gens par la voix, ou aider à les réparer par la voix. Et puis, donc tout dernièrement, nous aurons la présence de Corinne Sombrin, donc qui est chamane initiée en Mongolie et qui est une femme qui fait beaucoup de recherches sur les liens justement corps-esprit, sur les liens entre notre cerveau et d'autres dimensions. Donc voilà, qui viendra nous parler de tout ça, puisque notre thème c'est bien dans sa tête, bien dans son corps. Au féminin, au masculin, parce que on aura des petits clins d'œil plus pour les femmes. On aura la présence de Rina Nissim, qui est une grande naturopathe suisse qui a écrit des choses assez exceptionnelles sur la façon d'être femme au naturel. Voilà, on aura des thèmes plus orientés sur le corps, ou en tout cas la nutrition, le docteur Alexandra Dalu notamment, mais aussi des réflexions plus sur justement cette relation à l'esprit et en fait, ces liens, c'est toujours dans cette idée de faire des liens corps-esprit. Daniel Kiefer qui va nous présenter une conférence toute nouvelle sur la respiration, puisque c'est le thème de son dernier livre. La respiration nous permet de faire le lien entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Bien sûr. On aura le professeur Gilles-Éric Serralini qui va nous parler des pesticides dans l'alimentation, mais sous une manière, un clin d'œil un peu différent, puisqu'il sera accompagné d'un cuisinier, Jérôme Douzelet. Voilà, des ateliers aussi. Passionnant. On va danser les fleurs de Bach. Génial. Voilà, cette fois. Mais pour avoir fait, j'ai assisté aux 2 dernières éditions.
Et c'était d'une richesse, vraiment. Enfin, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que, à mon avis, vous allez prendre beaucoup de plaisir aux académies de santé naturelle, au congrès Agir pour la santé naturelle, parce que du coup, ça a changé. Mais ça marche aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire tout de suite, pour avoir plus d'informations, allez sur le site, c'est agirsanténaturelle.fr, de mémoire, c'est bien ça. Et vraiment, c'est un petit investissement, ce qui est normal, parce qu'il y a vraiment des conférenciers d'une très très grande qualité. Ce sera fin mars, le 20, 21, 22 mars, c'est ça ? 21, 22 mars. Et puis pour rebondir sur l'aspect financier, on propose encore une offre promotionnelle jusqu'au 15 décembre où le pass est à 100 € au lieu de 120. Donc voilà, il faut en profiter, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ça revient, et la conférence du vendredi soir est incluse, donc ça veut dire que vous avez 14 conférenciers, plus accès aux ateliers et aux modules présentés par des experts, un hall d'exposition avec une trentaine d'exposants, un espace bien-être dédié plutôt à ce qui tourne autour de l'alimentation, l'eau, voilà, un peu tout ça. Qu'on essaye de penser global et de faire de la naturopathie holistique aussi dans ce congrès. Génial. Pour les personnes qui sont intéressées à suivre tes ateliers Nutrisens, t'as commencé là de janvier à juin. Oui, tu vas refaire une édition. Oui, je recommence en janvier. Super. J'ai encore pas mis les dates, mais ça ne saurait tarder. Donc toutes les informations seront sur mon site internet. Donc c'est carolprost.fr, tout simple. Très bien. Et il y a un atelier par mois entre janvier et juin, et c'est en général un vendredi de 9h30 à 14h30. Et c'est toujours une phase théorique sur le sujet du jour, puisqu'on va de la naissance à la mort. Autour de nos relations à l'alimentation. On se refait un peu un parcours de vie, et puis il y a une phase d'expérimentation pratique, donc voilà, on expérimente un certain nombre de choses que je ne dirai pas pour pas effrayer les auditeurs, et puis évidemment on réalise le repas ensemble et on partage le repas ensemble. Voilà, super. Donc je voulais aussi en profiter pour annoncer une journée exceptionnelle, puisque c'est la première du genre, qui va parler de nos affinités alimentaires et que j'aurai le grand plaisir d'animer avec mon amie Noël Lamy, qui est psychanalyste transgénérationnelle. Donc on vous propose une journée de rencontre autour des aliments, ceux que vous adorez, ceux que vous détestez, pour comprendre pour quelles raisons on préfère les carottes aux petits pois, pour comprendre pourquoi on préfère le vin rosé au vin rouge, le parmesan ou la mimolette au yaourt, et tant d'autres choses. Donc ça sera le 13 novembre 2019, de 9h30 à 18h, à la Maison des Associations à Chambéry. Donc c'est une journée qui est à un tarif de 100 €, et vous avez la billetterie en ligne sur WizEvent. Pareil, je vous mettrai le lien, comme ça vous aurez toutes les infos. Noël, elle était intervenue, non? Oui, il y a un an ou deux. L'année dernière, super. Et elle sera là aussi l'année prochaine. Ah, génial. Elle fera une conférence sur l'amour, je crois, comme lien entre le corps et l'esprit. Ouais, il me semble super. que c'est quelque chose de mémoire. Et voilà, extraordinaire thérapeute, on va dire. Exact. Elle est basée à Lyon, non? C'est ça? Elle est basée à Lyon et un peu en Bourgogne et un peu à Paris. Ok, je le dis parce que pour les personnes qui des fois sont intéressées par tout ce qui est transgénérationnel, c'est vraiment une référence, donc n'hésitez pas. Carole, merci 1000 fois. Merci Lisa. Je suis contente d'avoir fait ce podcast, ne serait-ce que pour avoir cette occasion de à la fois t'interviewer, de repasser du temps avec toi, de pouvoir partager toute ta vision, toute ta sagesse, tout ton travail au plus grand nombre. Parce que là, on atteint presque les 100 000 téléchargements. Donc voilà, tu vas faire partie des personnes qui vont être écoutées à partir des 100 000. Donc si ton travail peut inspirer plusieurs personnes, franchement, c'est ma petite fierté personnelle parce que tu le mérites grandement. Bon, merci à toi, c'est adorable. Je suis ravie aussi que ce soit avec toi que ça se fasse. C'est super. Et chers auditeurs, vous inquiétez pas que tout ce qui a été cité durant ce podcast, je vous mets tous les liens en descriptif du podcast. N'hésitez pas à aller voir les deux sites, donc agirsanténaturelle.fr pour les académies ou le site de carolprost.fr. Et je vous dis à bientôt.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, que ce soit en story, par mail, par message, par WhatsApp, à qui vous voulez. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que c'est la meilleure façon de m'aider. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous et à bientôt.